Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat. Le principe ici est très simple, tu likes, tu partages les vidéos, tu t'abonnes et surtout tu actives la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Tu l'as bien compris, en tant que nouveau dans l'investissement passif ou alors en tant qu'investisseur puissant dans l'immobilier, tu devrais aussi t'intéresser aux autres possibilités d'investissement afin de mitiger les risques. Et pourquoi est-ce que le vin reste un exemple parfait d'investissement alternatif? Parce que l'investissement dans le vin consiste à placer de l'argent sur des objets rares, sur des objets de valeur, et qui, pour cela, ont déjà un prix quand même qui va, n'est-ce pas, intéresser une certaine classe, les fortunés, les millionnaires. On compte aujourd'hui sur la planète près de 62,5 millions de millionnaires et milliardaires dans le monde. Et ce chiffre est en parfaite croissance. On a une croissance d'à peu près 10% chaque année. Par contre, le vin n'est pas quelque chose qui peut être disponible du jour au lendemain. Parce que pour faire des vins rares, bien du moins les vins rares sont issus des vignes qui datent de 30, 40 ans et on ne peut pas augmenter la surface de vigne occupée par des plants de 30, 40 ans d'âge du jour au lendemain. Donc, on a là une offre qui est bien inférieure à la demande qui, elle est en pleine croissance. Parce que les riches, eux, ils n'ont pas de problème à dépenser de l'argent. Ce sont des gens qui sont sacrifiés, qui ont eu investi pendant un bon nombre d'années avant d'atteindre le stade où ils se disent on va profiter de la vie. Et à ce moment, si une bouteille de vin coûte 5 000 euros, ils sont prêts à acheter. Donc, la stratégie consiste ici à acheter des vins quand ils sont encore à un prix extrêmement bas pour les revendre plus tard à un prix extrêmement élevé. Donc on a déjà une sécurité sur ce marché parce qu'il s'agit là d'un marché où la demande est toujours supérieure à l'offre. Et le plus important, c'est que c'est un marché qui concerne les riches. C'est un marché où l'État n'a rien à voir. L'État ne viendra jamais poser la main ici pour dire non, on va réguler le prix, n'est-ce pas, des vins rares. Parce qu'il s'agit là du luxe. Et le luxe n'a pas de prix. L'État aura peut-être un intérêt à demander à Volkswagen, par exemple en Allemagne, de diminuer par exemple le prix d'une Volkswagen Golf qu'elle avait décidé par exemple de doubler parce que l'État se rend compte que dans ce cas il y a un bon nombre de personnes qui étaient propriétaires de voitures qui étaient déjà vieilles et qui s'apprêtaient à acheter une nouvelle voiture qui vont rester sans voiture alors qu'il s'agit là d'une classe de travailleurs qui a besoin d'aller au travail tous les jours. Mais si VW ou bien disons Mercedes décide de doubler le prix par exemple d'une Maybach ou alors d'une S, je ne sais pas, 500, 600, l'État n'a rien à voir. L'État n'a rien à dire parce qu'il s'agit là d'un marché qui est bien ciblé et qui intéresse des personnes qui ont de l'argent à dépenser. Donc on a là une sécurité. On n'aura jamais une baisse de prix parce qu'il y a une crise euh, de manque de, je sais pas, de gaz, de manque de pétrole, et ainsi de suite. Et même si les usines qui fabriquent le vin ou alors les maisons qui fabriquent de bons vins vont se retrouver à augmenter leur prix parce que il faut maintenant dépenser plus d'argent en gaz pour maintenir par exemple un chai à une température optimale, on s'en fout. Parce que quand on est prêt à payer une bouteille de vin à 600 euros ou à 1000 euros, ou voire plus, on s'en fout de si la bouteille coûte 1030 euros ou 1200 euros. Pourquoi? Parce qu'on est millionnaire et qu'on a de l'argent à dépenser. Et tu l'as très bien compris dans la stratégie immobilière qui va chauffer à partir d'aujourd'hui. Ton investissement doit consister à placer de l'argent dans des secteurs qui intéressent des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui vont se mettre sur un positionnement qui leur permet de sécuriser leurs investissements. Et beaucoup de riches aujourd'hui vont se placer dans le secteur des vins rares. En quoi consiste dans ce secteur? En quoi consiste cet investissement? Alors, pour investir dans le vin, il faut premièrement avoir une bonne définition de la provenance de ces bouteilles. Alors, il y a plusieurs régions dans le monde aujourd'hui qui produisent des vins de très bonne qualité, des vins rares. On a, par exemple, Bordeaux, on a la Bourgogne, on a la Champagne,
On a d'autres pays en Italie, par exemple, dans le Veneto, on a, ou alors dans la Toscane avec tout ce qui est comme Barolo, Barbaresco et ainsi de suite. Euh, on a bien évidemment le Chili et les États-Unis et bien d'autres pays. Mais ta stratégie ici va être surtout en tant que débutant dans ce secteur d'investissement de te focaliser sur deux ou trois régions. Ok, ça peut être Bordeaux, Italie, Bordeaux, Chili, Bordeaux, Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Champagne, Bourgogne, ainsi de suite. Il y a une panoplie, il y a aujourd'hui près de 15 pays qui produisent des vins exceptionnels. Mais quand on commence avec un capital de 2 000, de 3 000 euros, on ne va pas le diversifier en fait sur 3, 4, 5, sur 5, 6 régions à la fois. On va se concentrer sur une, deux régions. Dans la première des choses, c'est de définir, n'est-ce pas, un champ de bataille, un champ de recherche de vin sur lequel on va se concentrer. Plus on va se faire de l'argent grâce aux premiers investissements, plus on va encore investir davantage de l'argent, plus on va essayer d'élargir son champ de vision. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi connaître, n'est-ce pas, les critiques. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a un bon nombre de personnes qui vont influencer de manière importante le prix d'un vin. Ce sont des professionnels qui vont déguster les vins à la sortie sur le marché ou avant même la sortie sur le marché et donner une certaine note. On connaît ici deux influenceurs principaux. Robert Parker, qui est un Américain, aujourd'hui qui est en retraite, mais qui reste encore plus ou moins en back-office dans le système. Il a créé voilà une institution qui s'appelle Robert Parker Wine Advocate qui va noter les vins sur 100. Donc les bons vins de Parker sont en principe à partir de 90 sur 100. On peut considérer qu'on a un vin qui se comporte bien. Mais plus on va dépasser ces 90, plus on va se rapprocher du chiffre 100, plus on est là sur des vins d'exception et qui vont avoir de très belles plus-values. Il y a aussi Jancis Robinson, qui est une Anglaise, qui elle aussi, ça fait, tous ces critiques, ce sont des personnes qui ont quand même plus de 30 ans, plus de 40 ans dans le secteur du vin et qui aujourd'hui sont quand même assez âgés. Donc, Jancis Robinson, elle donne sa note suivante. Il y a aussi James Suckling, il y a bien aussi plusieurs autres institutions comme Wine Decider et autres qui donnent des notes sur le vin. Donc, on doit aussi s'intéresser aux critiques. Qu'est-ce que disent les critiques sur le vin? Et c'est ça qui va influencer, n'est-ce pas, le type de vin qu'on va aller rechercher dans plusieurs régions. Seconde des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir de l'accès aux informations. L'accès aux informations. Extrêmement important. Alors, quand je parle d'accès aux informations ici, je vais parler principalement du prix et de la production. Ok? Alors, quand on est investisseur en vin fin, on gère un portefeuille de plusieurs vins. Et on va décider d'acheter un vin lorsqu'on connaît en fait la performance de ce vin sur les dernières années sur le marché avant de l'acheter. On va aussi chercher à chaque fois, si on veut vendre un vin, d'avoir quand même l'information sur le prix du vin sur le marché avant de le vendre. Donc, le vin reste certes un investissement alternatif, mais aujourd'hui, c'est un type d'investissement qui bénéficie aussi d'un bon nombre d'outils qui sont standards dans les marchés conventionnels comme la bourse. Donc, on a des institutions qui traquent le prix des vins sur le marché, des vins fins sur le marché à tout moment. Et on peut avoir ces informations de manière journalière, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. Et il s'agit là des informations qui sont collectées auprès de plusieurs enseignes, institutions de revente de vin. C'est-à-dire, quand un riche va acheter une bouteille de 6 000 à 6 000, 7 000, 10 000 euros, il ne va pas en fait l'acheter au bord de la rue. Il va tout simplement acheter auprès de certaines maisons. Et ces maisons sont tous connectées sur une plateforme gérée par l'institution londonienne ou alors anglaise appelée LiveX. Ok? Donc, chaque vin qui est vendu, chaque type de vin avec chaque année, et je tiens à préciser, lorsqu'on parle d'un vin en tant qu'investisseur, on ne parle pas d'un château Margaux, on va parler par exemple d'un château Margaux 2020, 2016, 2015, ainsi de suite, parce que c'est, n'est-ce pas, la combinaison du millésime
et du château qui va donner en fait un indice qui sera du moins une action qui va être cotée, pas une action, l'action c'est autre chose, l'action c'est des parts d'entreprise, mais qui va donner en fait une valeur qui va elle avoir un cours, n'est-ce pas, sur ce marché et qui sera traqué au fil du temps. Donc LiveX a plusieurs indices. On a LiveX 100, LiveX 500 qui va noter, n'est-ce pas, une moyenne des cours, du cours des 120 les plus tradés au monde. Donc on est là principalement sur les Bordeaux, sur la Bourgogne. De plus en plus, on voit la Champagne un peu se mêler dans ce système. On a aussi le Fine Wine 1000, Fine Wine 50, et plus on va sur les Fine Wine 50, on est là vraiment sur la crème de la crème, les vins avec les plus hautes performances et les plus prisés au monde. Donc, il faut avoir accès à ces prix. Il faut aussi avoir accès à la production. Pourquoi? Parce que si un vin, par exemple, je prends le critique Robert Parker, s'il décide de noter le Château Margaux 2020 avec peut-être une note de 90%, de 90 sur 100. Et je sais que cette année, il y a une production de 100 000 bouteilles. Disons qu'il a, oui, disons qu'il a noté ce vin à 95 sur 100 ou 97. Et que le 2021, il le note à 90%. Donc, considérablement plus bas en termes de qualité que le vin de l'année 2020. Mais si je sais que cette année, peut-être, on a eu une mauvaise qualité parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la sécheresse, donc il y a eu beaucoup de sécheresse, donc ça a endommagé beaucoup de plants, le rendement était inférieur, la qualité du raisin n'était pas bonne, donc ils vont produire 70 000 bouteilles. Ce vin reste malgré une mauvaise note, bon, pas une mauvaise note, malgré une note inférieure par rapport aux années précédentes, un vin extrêmement important parce que ce vin, il va rapidement disparaître et devenir de plus en plus rare. Et c'est cette rareté-là qui fera augmenter son prix de manière exponentielle dans quelques années. Donc il faut avoir accès aux informations. Le troisième et le dernier point que je vais donner ici, c'est qu'il faut à tout moment améliorer sa stratégie, n'est-ce pas, améliorer sa position. Améliorer sa position. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer sa position? Quand on est investisseur dans le vin, on a un portefeuille. Et ce portefeuille, bien évidemment, est amené à prendre de la valeur au fil du temps. Et cette position ne va pas seulement être en termes de valeur, mais aussi en termes du risque qu'on court. Parce que ce que je ne vais pas dire ici, c'est que le vin est un investissement à zéro risque. Là, je serais un menteur. Moi, j'ai gagné beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je ne sais pas comment dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de risque dans ce système, mais je sais comment t'expliquer comment te positionner afin d'éviter tout type de perte d'argent. Alors, pour améliorer ta position, il va falloir bien évidemment améliorer sa position. Pour améliorer sa position, il faut connaître une première chose, c'est que le vin, bien évidemment, n'est pas un objet ou un actif qui va être, dont le cours va être influencé par des décisions sociopolitiques, comme on le voit à la bourse, comme on le voit dans le secteur de l'immobilier, mais c'est un actif qui va avoir, du moins dont le cours va être dépendant des caractéristiques de ce vin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vin, nous connaissons tous l'expression le bon vin se bonifie au fil du temps. Donc, quand le vin est placé sur le marché, c'est-à-dire quand il sort de la cave, il est embouteillé, il est placé sur le marché, il a une valeur sur le plan gustatif à peu près sur une échelle de 0 à 100, disons à 80 sur 100. Au fil du temps, il va se bonifier, donc il va prendre sur le plan gustatif en valeur et il va atteindre, n'est-ce pas, l'apogée à ce niveau. Donc à partir d'ici, parce que le vin, ce n'est pas un produit éternel, à un moment donné, il va bien évidemment perdre en valeur sur le plan gustatif. Et à partir d'ici, donc, il reste certes un vin qui est à boire, mais il va au fil du temps perdre de la valeur. Et il y a bien évidemment une année où on estime que bon, c'est à partir d'ici qu'on peut commencer à avoir dans ce vin, sur ce vin, en fait, des caractéristiques qui peuvent donner du plaisir à celui qui le goûte. Donc, on a ici deux choses, ce qu'on appelle en anglais BABF, ok? Best After
best before. Donc, chaque vin qui est coté sur le marché a cette caractéristique. On va toujours donner, et cette note vient toujours des critiques, qui vont dire ce vin, tel que nous l'avons goûté aujourd'hui, on estime que aujourd'hui, si aujourd'hui c'est un vin de 2020, on l'a goûté en 2000, fin 2020, donc disons début 2021, on estime que ce vin, elle a du potentiel et on estime que c'est à partir de 2025 que ce vin va, n'est-ce pas, commencer à développer, n'est-ce pas, des notes qui seront très intéressantes pour un consommateur. Mais c'est à partir aussi de 2030 que ce vin, ou 2030-2033, que ce vin, pour dire à peu près 8 ans de différence, ce vin va commencer va atteindre, disons, son apogée, dans le max, n'est-ce pas, sur le plaisir. Donc, et à partir de là, le goût va baisser. Donc, ce sont ces deux facteurs qui vont influencer, n'est-ce pas, le cours du vin. Donc, la stratégie de positionnement, c'est de chercher à avoir un vin déjà avant qu'il n'arrive ici, parce qu'on sait que plus cette date se rapproche, plus les gens ont envie d'acheter ce vin. Donc, la demande va encore augmenter de manière forte. Donc, on a là une augmentation de prix. Et après cette date, on va baisser. Pourquoi? Parce que certes, ça reste un vin de Château Margaux, mais il s'agit ici d'un marché qui est courtisé par les riches. Et ce sont des personnes qui veulent avoir toujours la crème de la crème. Pourquoi est-ce que en 2033, je serai toujours en train de chercher un Château Margaux 2020 lorsqu'il y a le 2023, le 2024 qui est sur le marché et qui sont des vins qui sont en train de chauffer en ce moment? Donc, à partir de cette année, le vin va perdre en valeur. Donc, au moins 1, 2, 3 ans avant cette année, il faut que je commence à me positionner en tant que revendeur. Donc, ça, il faut toujours, à chaque fois, analyser son portefeuille et savoir où est-ce qu'on se trouve pour décider, soit on achète, soit on revend. Mais, ça, c'est la première étape pour être dans une position qui te permet à tout moment d'améliorer, n'est-ce pas, l'état de ton portefeuille. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le vin est aussi comme l'immobilier. On a plusieurs stratégies, plusieurs manières d'attaquer ce marché. La première manière, la première façon, ou alors la première stratégie, c'est la stratégie du risk and flip. Alors le risk and flip, c'est qui est un peu comme le fixe and flip, on va revenir là-dessus tout à l'heure, consiste à acheter le vin à un prix qui est encore bien bas, sachant qu'on court là un risque, mais ce risque aussi, c'est le risque que nous sommes prêts à prendre pour bénéficier en fait d'une plus-value extrêmement importante. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si on reste sur l'exemple du château 2020, on va avoir des critiques qui vont, pendant que le vin est encore dans les fûts, est en train d'être élevé, les critiques vont aller dans les châteaux, ils vont déguster ces vins et donner une note. C'est-à-dire cette note est basée sur la position que le vin aura au moment où il sortira sur le marché. Alors, mais c'est une note, bien évidemment, qui peut avoir des problèmes parce que, bien évidemment, le vin est encore en transformation. Parfois, c'est même 12 mois, 9 mois avant l'embouteillage. Donc, on se retrouve donc, voilà, sur une note qui est bien évidemment biaisée, donc qui peut avoir bien évidemment des risques, qui peut être fausse. Donc, on court un risque. Mais ça permet aux personnes d'acheter le vin déjà à ce prix parce que à partir de ce moment où les critiques donnent une note, les maisons qui fabriquent ce vin vont ouvrir les portes et vont permettre aux personnes d'investir déjà pour sécuriser, n'est-ce pas, leur place sur ces vins. Ça permet à l'investisseur, premièrement, d'acheter le vin à un prix bas parce qu'il court un risque. Ça permet au château d'avoir déjà les financements pour financer les différents procédés comme l'embouteillage, parfois aussi tout ce qui est comme packaging et ainsi de suite, qui sont pour des vins vraiment de classe, des packaging, des caisses aussi en bois vraiment bien traitées qui demandent beaucoup d'argent. Donc, tu vas acheter là un vin qui est noté 1 an avant qu'il ne sorte sur le marché, avant qu'il ne soit mis en bouteille, peut-être à 300 € ou à 400 €. Mais à partir du moment où il est mis sur le marché, si vraiment la note correspond, parce que plus la note que le critique va donner 1 an avant la sortie sur le marché, les gens vont investir plus d'argent. Et quand le vin sortira sur le marché, il peut déjà là se trouver même à 500 €
ou à 700 euros. Plus ou moins, dépendamment des vins. Donc tu vois que là, en espace d'un an, tu as déjà pour celui qui a investi 300 euros, il se retrouve après un an déjà avec une plus-value de plus de 100%. Une plus-value. Donc, et c'est donc ça la stratégie que tu vas utiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle en primeur, en langage conventionnel. Moi, j'appelle ça le risk and flip parce que tu prends un risque pour rapidement vendre aussi la bouteille. Tu peux aussi faire le risk and hold. Mais la plupart des personnes qui investissent en primeur, c'est des gens qui veulent rapidement se faire de l'argent. On veut acheter rapidement le vin pour le vendre. Donc, risk and flip. La seconde stratégie, c'est le buy and hold. Le buy and hold consiste à acheter des vins qui ont une forte, n'est-ce pas, renommée, des vins qui ont comment dirais-je, qui ont une bonne note de Robert Parker, une bonne note de Jancis Robinson. On est là sur les 97%, on est là sur les millésimes dits exceptionnels, et parfois même sur des années qui ne sont pas vraiment exceptionnelles. On a quand même des maisons qui arrivent à faire des très très bons vins. Et c'est là que beaucoup de choses vont se passer. Les prix vont de toutes les façons augmenter. Donc ça sont des vins qu'on peut facilement acheter au moment où ils sont sur le marché. Si le vin sort peut-être en 2022 sur le marché, on va facilement l'acheter, le garder pendant 3 ans. À partir du moment où on est après la période du best after, donc là le prix, on sait qu'à partir d'ici, on aura vraiment fait une plus-value extrêmement violente. La troisième stratégie, bien évidemment, c'est le fix and flip. Alors, comme dans le secteur de l'immobilier aussi, ça c'est une stratégie pour des professionnels. Ça, c'est pas pour des débutants. C'est pas une stratégie pour des amateurs. C'est pas une stratégie pour des personnes qui achètent du vin pour dire ah oui, je suis propriétaire d'une bouteille ou d'une caisse de Château Margaux. Non, ça c'est la stratégie des visionnaires. Ça c'est la stratégie des gens qui sont brutaux et qui veulent se faire sauvagement de l'argent. En quoi consiste cette stratégie? Alors, fix and flip. Alors ici, on ne va pas acheter une bouteille de vin et la réparer. La réparation, en termes de prix, va se faire ici de manière automatique. Et c'est même ça la bonne chose sur le vin, parce que là, il s'agit d'un investissement où tout se passe de manière passive. Prenons un exemple. Si nous restons sur le Château Margaux, je ne fais aucune publicité du Château Margaux ici. Si on a l'année 2018, 2019, 2020, qui dans le Bordelais ont été des années exceptionnelles parce que le climat était vraiment, intéressant pour les vignerons et pour la vigne. Et on a l'année 2021, qui est une année qui n'a franchement pas été une bonne année. Mais on a l'année 2022 qui est venue. Nous savons tous que l'année 2022, on a eu quand même beaucoup de problèmes de sécheresse, mais cela a été soutenable, ça n'a pas causé beaucoup de dégâts. On peut avoir ici. Alors les critiques sont encore loin de donner un indice à ce niveau, mais il peut s'avérer que cette année soit une année qui est bonne. Si on est sur l'année 2023 qui est aussi bonne, ce qui se passe, c'est que si le Wine Advocate, donc l'équipe de Robert Parker, avait donné ici 95%, 97%, 98% ici, et en 2021, il donne 90%. Donc c'est un vin qui n'a pas vraiment une potentialité, vraiment sur une potentialité directe, mais une forte potentialité indirecte lorsqu'on applique la stratégie du fix and flip. Si en 2022, on a le 80, on a peut-être encore 93, ou bien disons 95, 96, ce vin, il faut absolument l'acheter. Pourquoi? Parce que la valeur d'une bouteille de vin exceptionnelle, d'une bouteille de vin de marque, d'une bouteille de vin rare, c'est bien évidemment défini par sa rareté. C'est un point extrêmement important parce que nous sommes sur un marché d'objets rares. Nous avons un marché qui, j'ai déjà eu à le dire dans une de mes dernières vidéos, qui pèse à peu près 330 millions de dollars. Ce qui correspond à un peu moins de 0,1% du marché du vin mondial. Donc on est là sur un marché tellement petit, mais qui est courtisé par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont près de 60% de l'argent dans le monde entier. Donc l'offre ici est tellement petite par rapport à la demande. Et plus on a un vin qui est rare, plus il va augmenter en valeur. Et pourquoi est-ce que ce vin va devenir rare? Tout simplement parce que les riches, quand ils vont vouloir consommer du bon vin avec des amis, quand ils n'ont rien à faire, quand ils veulent dépenser de l'argent, ils vont préférer consommer d'abord le 2021, pas le 2020.
pas le 2022. Pourquoi? Parce que ce sont des vins qui ont une forte potentialité de plus-value par rapport à celui-ci. Certes, ils vont prendre des plus-values au fil du temps, mais ils vont plus consommer celui-ci. Celui-ci sera considéré plus comme un vin plaisir. Donc, ce vin va de plus en plus disparaître sur le marché. Donc, en 2027, ce vin sera rare. Il ne sera presque pas là. Pourquoi? Parce que les gens ont gardé les 2020, 2019, 2018, parce qu'on sait qu'en 2030, ces vins auront c'est-à-dire vraiment une plus-value explosive. Mais on va donc faire à ce qu'on va consommer ceci et ça va pousser ce vin à être de plus en plus rare. Donc en 2030, on aura peut-être sur une production de 60, 70 000, 80 000 bouteilles, on va se retrouver peut-être à un moment donné en 2030 avec seulement 10 000 bouteilles. Ou alors 5 000 bouteilles. Et qu'est-ce qui se passe? Le vin, automatiquement, il a pris de la valeur, il s'est bonifié lui-même, donc il s'est reparé lui-même, et il se vend quelques années plus tard à un prix extrêmement important. Parce que quand les riches aussi sont assis entre eux et qu'ils veulent vendre du vin et qu'ils veulent passer du bon temps ensemble, ils n'ouvrent pas une bouteille de 2020. Ils vont vouloir ouvrir 2020, 2021, 2022 afin de comparer, n'est-ce pas, dans leur discussion aussi parler de tous les de plusieurs années et consorts. Donc, avoir 2000, 2020 et le 2022, c'est bien, mais c'est encore mieux si on a le 2020, 2021, 2022. Ok? Extrêmement important. Ça, c'est la stratégie des professionnels. Et pour cela, il faut bien évidemment avoir beaucoup d'informations sur le vin. Il faut bien évidemment avoir la note du critique, il faut avoir la production, il faut avoir suivre régulièrement les changements que ce château a fait, n'est-ce pas, au fil du temps pour s'améliorer. C'est-à-dire, pas le vin, mais le château, parce que les maisons aussi investissent de plus en plus sur des technologies pour gagner en valeur. Extrêmement important. Voilà donc c'est en quoi consiste en grosso modo, parce que l'investissement dans le vin est un investissement complexe. J'en parle en détail dans mes formations. Nous sommes en train de préparer une formation exceptionnelle sur ce sujet. Vraiment, ça va vraiment changer et donner la possibilité à un bon nombre de personnes d'investir aussi dans des secteurs qui permettent de prendre l'argent des riches et de s'enrichir aussi. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que, bien évidemment, tu vas liker et m'écrire dans les commentaires aussi si tu as d'autres questions, si tu as besoin de contact. Ne sois pas pressé. D'ici le début de l'année 2023, nous allons officialiser notre site internet avec le contact, avec les emails, avec tout ce que chaque personne a besoin pour pouvoir entrer en contact avec nous afin de s'informer sur les modalités de nos formations, afin d'avoir plus d'informations aussi sur le vin. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Jusque là, ciao.